immense montagne che la chiamano al nord e con fiumi d'acciaio fra mille ciminiere, con pallidi orizzonti interrotti dai boschi e la malinconia che la ama da sempre con un mare di nebbia che ritorna. La première fois que nous avons reçu Éric De Luca en 1998 à Librairie Quai des Brumes, c'est donc 98, c'était pour Toumio. On était un peu moins nombreux que ce soir, mais déjà il y avait un petit noyau de lecteurs, et après Toumio s'est vendu par centaines, voire par milliers d'exemplaires. Donc c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir ce soir. Je ne vais pas détailler toute la bibliographie, les personnes qui sont là le feront. Je vous souhaite vraiment une belle soirée, je vous souhaite une belle soirée dans un cadre Quai des Brumes qui a été entièrement rénové. Moi je vais remercier Éric De Luca et aussi j'en profite pour remercier Gian Maria Testa aussi d'être donc dans le festival Strasbourg Méditerranée, festival dont le thème est cette année les exils. Et il nous a semblé que toute l'œuvre d'Éric De Luca est parcourue de l'exil, des exils qui se déclinent en exode, en immigration clandestine, en passage. Et donc c'est pourquoi il nous semblait essentiel donc, de l'avoir pour notre festival. Voilà. Je présente aussi Francesco D'Antonio qui est donc professeur d'italien à l'université de Strasbourg et qui fait partie aussi de l'association Café Italia Off et qui a fouillé, interrogé l'œuvre d'Éric De Luca à partir justement de ce thème de l'exil. Voilà, on va essayer d'être le plus court et le plus essentiel possible, mais je voudrais d'abord rappeler quelques données biographiques. Éric De Luca, vous êtes né à Naples en 1950 et en 1968 vous militez dans un groupe d'extrême gauche, Lotta Continua, dirigé par Adriano Sorfri. Et ensuite, au début des années 80, vous abandonnez la vie politique et vous travaillez comme ouvrier chez Fiat, comme chauffeur de camion, comme maçon en Italie, en France, en Afrique. Votre premier livre, Nono a non qui, paraît en 1989 chez l'éditeur Feltrinelli et en France en 1992, avec le titre de Une fois, un jour chez Rivage. Alors, comme il a été déjà dit, vous êtes l'auteur d'une œuvre très riche et diversifiée, constituée de romans, de poésie, de pièces de théâtre, d'essais, de commentaires d'écriture sainte. Alors, il serait effectivement trop long de détailler toute votre œuvre ici, mais je voudrais rappeler le très beau roman Monte di Dio, qui a reçu le prix Femina étranger en 2002, la pièce Dernier voyage de Sinbad en 2003, et le recueil de poèmes L'ospite incallito 2008, dont on n'a pas encore, me semble-t-il, une traduction en français. Vous avez appris plusieurs langues, dont le yiddish et l'hébreu, afin de traduire la Bible, à laquelle vous consacrez chaque jour une heure de lecture, et dont vous vous dites lecteur laïque ou lecteur sans Dieu. Je ne sais pas laquelle des deux définitions vous convient le plus. Disons que dans le poème que j'ai cité, le recueil de poèmes que j'ai cité, L'ospite incallito, vous développez le thème de l'hôte endurci, de l'ospite incallito, c'est-à-dire de celui qui est constamment de passage, celui qui, après s'être arrêté quelque temps dans la vie, dans la politique, dans l'amour, doit repartir. Vous dites que vous avez été l'invité de Naples, la ville où vous êtes né, mais qui vous a laissé partir avec d'autres immigrants pour soulager le registre de l'état civil. Et alors, ma première question est la suivante. Finalement, votre vie a-t-elle été un exil permanent, un exode intermittent? Non, ni l'un ni l'autre. Je me suis déplacé. Sans être poursuivi, donc sans être chassé, je me suis chassé moi-même, comme ça peut arriver à un dent qui se tire de la mâchoire, et après il ne peut pas se remettre dans une autre gencive, parce qu'il n'y a pas de replanter, transplanter, alors il marche avec ses racines nues, découvertes, et bouge. Mais non, l'exil a
a une balance officielle et tragique qui ne me regarde pas. Et pourtant pendant la période à laquelle vous avez travaillé comme ouvrier, comme maçon, a été aussi le temps de l'écriture, que vous qualifiez comme temps sauvé à une journée où vous vendiez votre corps en échange d'un salaire. C'est ce que vous dites dans la très belle préface à la dernière édition de Nos Nouveaux Noms. Donc cette époque de travail, cette époque de travail comme ouvrier, est-ce que pour vous ça a été une époque de, sinon d'exil, d'écart, de mise à l'écart, où vous vous êtes mis à l'écart? Moi, je fais partie d'une génération révolutionnaire, la dernière génération révolutionnaire du XXe siècle. J'ai appartenu à une communauté d'insurgés en Italie qui a regardé beaucoup d'années de ma vie, de toute ma jeunesse, un peu plus que ça. Je me suis trouvé avec ma génération qui allait se dissoudre vers le début des années 80 et je faisais le métier d'ouvrier. Alors pour moi, l'ouvrier a été le détachement de cette communauté à laquelle j'appartenais et qui a absorbé toute mon appartenance. Je ne peux plus appartenir. Je ne peux pas même m'inscrire à une organisation de promenade en montagne ou de joueurs d'échecs. J'ai expiré mon appartenance. Donc, j'ai fait le métier d'ouvrier d'abord parce que je devais le faire pour gagner mon pain. Mais parce qu'il n'y avait plus la communauté autour de moi à laquelle j'avais donné tout mon soutien et toutes mes ressources. J'avais comme à côté de ça, avant et pendant toutes les périodes de ma vie, la chance de me pouvoir tenir compagnie avec l'écriture et la lecture. Et comme ça, j'ai continué à faire ça comme tant que j'étais ouvrier, comme je le fais maintenant. Dans la même mesure, je n'exploite pas mon temps libre maintenant pour faire plus de l'écriture qu'avant. C'est toujours le même temps que je dédie à l'écriture comme à la lecture. Mais je suis ici avec un ami, Gianmaria Testa, qui m'a donné une possibilité que je ne connaissais pas. La possibilité de prendre la parole sur une scène et transmettre des histoires que je ai tout simplement dans les livres. Alors ces histoires que j'ai extraites de là, il m'a offert la possibilité de les amener sur scène à côté de lui. Et donc c'est notre amitié qui se poursuit dans les soirées, même ce soir dans une salle, regarde cette possibilité nouvelle de ma vie, celle de pouvoir de tenir compagnie, pas seulement avec les pages, mais aussi avec les mots, la voix, quelques chansons et des récits qu'on fait ensemble. Donc, Gianmaria Testa est mon billet d'entrée sur la scène. Il m'a ouvert cette possibilité. Et je suis beaucoup gré à lui pour cette occasion, parce que pouvoir dire aussi les choses, pour moi, que j'ai une éducation orale, plus qu'écrite, pouvoir les dire et
profiter de la voix et pour rejoindre les personnes et les tenir compagnie, c'est une belle opportunité, une belle chance pour moi. Alors c'est un peu la logique du débat, donc on va vous demander d'intervenir. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, c'est le moment. Hein, si vous avez des questions, madame. Oui. Nous, on vient de Nîmes, exprès, parce que... Au nom de Napoli, exprès. C'est vrai. Et parce qu'en plus, Jeanne-Marie, on a entendu chanter dans les carrières de Junès, c'est un petit village à côté de Nîmes. Et je voulais dire que le premier livre que j'ai lu de Eri De Luca, c'était Rez-de-chaussée, et que je regrette qu'on ne le trouve plus en français, dans la traduction française. Je crois qu'il n'existe plus dans la traduction française. On nous a répondu qu'on ne le rééditerait pas. Et pourtant, je trouve que c'est un excellent billet d'entrée pour vous connaître davantage. Et une autre question qui concerne le toit du papillon. Je voudrais savoir pourquoi, alors peut-être Daniel Vallin répondrait mieux, mais pourquoi la première page, première ligne, elle a traduit « Sa mère avait été abattue par un chasseur » alors que vous avez écrit « le chasseur ». Et que c'est, à mon avis, le chasseur qui convient le mieux, parce que ce n'est pas n'importe quel chasseur, ni n'importe quel chamois. Bon, c'est un choix à elle, et je lui fais confiance, parce que je crois qu'elle m'a agrandi mon italien en français. Au point que quand je lis ces traductions, ça me semble être un écrivain français. D'ailleurs, moi, j'ai connu Eri, d'abord par un livre Tout Mio, qui m'avait été offert par ma femme. Et après, j'étais à Paris, j'ai acheté 3 chevaux. C'était en français, donc je l'ai lu en français. Et on ne se connaissait pas encore, lui et moi. Et j'ai cru qu'il l'avait écrit en français, ce livre. Tellement je trouvais que c'était bien traduit, tellement je le trouvais bien traduit que maintenant, Daniel Vallin, comme c'est une amie à Eri, alors lui, il a mis une bonne parole, elle traduit aussi mes chansons en français. Donc voilà. On partage même la traductrice en français. Voilà. Mais qu'on a regardé dans la traduction espagnole, on a bien respecté la L. Ah. Ouais. Philologue, hein. Attention. Alors notre libraire, voilà une très bonne lectrice. Notre libraire à Nîmes, très respectueuse, une de nos libraires, mais très respectueuse, barre le 1 au crayon. Et elle le remplace par le. Peut-être d'autres questions? Voilà. J'aurais une question, mais un petit peu, vous avez abordé brièvement l'exil. J'ai rencontré mercredi soir Eduardo Lamora, qui donne dans son film L'art de l'attente une définition de l'exil où il dit c'est le manque, c'est la perte des sons et des odeurs. Donc par rapport à son passé à Cuba et avec sa famille, j'aimerais savoir quelle est votre vision, vous, je ne vais pas dire de l'exil parce que j'imagine que le sujet est assez vaste, mais par rapport à cette définition un peu brève justement de l'exil. C'est une belle définition qui fait entendre vite le déplacement à travers le physique. La perception physique de l'endroit où on va habiter. Si, mais aussi il a dit il a touché des sens, mais je ferai rentrer les autres 3 avec. C'est une perte de la perception physique et une adaptation à une autre. Tout déplacement
Exil ou non exil, c'est un effort s'habituer. Et on ne sait jamais à quoi il faut s'habituer, mais il faut s'habituer. Et dans 3 chevaux, vous parlez aussi de la nécessité de prendre conscience des enjeux de la migration, c'est-à-dire le Nord qui doit prendre conscience des enjeux de la migration et ce que implique le mélange, le contact avec l'autre. Je vous cite en reprenant Haute. Ils viendront et remonteront les parallèles en s'agrippant au corps des méridiens, dans les cales des navires, à la nage, en voiture, à pied. Il faudra nous y faire. Et même si pour nous, adultes, ce sera difficile, les générations suivantes devront trouver l'art et la manière de partager. Elle est révolue l'heure de la tolérance, sentiment médiocre de ceux qui soupirent, et tolérer l'étranger tolère l'étranger à contre-cœur. Moi, j'ai envie de vous poser la question en quoi votre littérature peut aider les hommes à mieux vivre la rencontre avec l'autre. Non, les histoires, les livres ne doivent pas accomplir des tâches solennelles, doivent tenir compagnie. Même les grands livres, même l'Odyssée, doit tenir compagnie. S'il ne me tient pas compagnie, l'Odyssée tombe dans la main. C'est comme ça, les livres, ce sont des rencontres entre quelqu'un qui écrit à distance d'espace, de temps, et quelqu'un qui décide de prendre exactement ces pages-là à l'intérieur d'une librairie. Maintenant, ici c'est un rapport faux, non? Il y a un écrivain et des lecteurs, non? Et beaucoup de lecteurs. Ça c'est un rapport faux, complètement faux. Le rapport entre l'écrivain et le lecteur est singulier, et pas pluriel. Et en plus, s'il y a une relation entre l'écrivain et le lecteur, est dans une librairie où le lecteur est lui seul et la foule est celle des écrivains. La foule des écrivains qui passent très vite sur les tables des livres, qui passent vite comme les fruits de saison. Après quelques semaines, il faut mettre les nouveaux fruits de saison. Donc, non, pour moi, c'est pas si important la littérature. n'a pas une vraie tâche de politique civile, sociale, sauf que dans les moments d'oppression, sauf le moment où la parole, le droit de parole est menacé, est coupé, est interdit, alors là, la parole a une force d'opposition et de sabotage des pouvoirs, de la tyrannie de pouvoir. Et vous ne pensez pas qu'aujourd'hui la parole est un peu réglementée, sinon interdite? Peut-être que c'est réglementé, mais si c'est réglementé, ce sont les auteurs qui font la autorégulation. Chez nous, c'est beaucoup comme ça. Hier, dans le film que vous avez montré à l'Institut italien, que beaucoup n'ont pas vu ici, mais c'est dommage. Donc c'est un petit film fait par Éric de Luca que vous représentez vous-même, si on veut dire, avec le Quichotte. Vous lisez Don Quichotte. Donc c'est pas un choix de hasard. Non. Alors, surtout que on voit bien le titre par deux fois. Vous le lisez une fois et ensuite votre mère suppose mère dans le film. On reprend le livre, regarde. En plus, ce livre-là est en espagnol. Cette édition-là est en espagnol. Et parce que pour moi, et aussi pour Gianmaria, on partage cette décision, cette préférence, et c'est le plus grand personnage des littératures modernes, Quichotte. Et alors, et ce soir, on a fait
il y a des années, un spectacle qui s'appelait Quichotte et les Invincibles, où on mettait ensemble avec les Quichotte des histoires, et des personnes, et des moments où les gens sont forcés à être invincibles. Et ce soir aussi, on fera un peu de chansons autour de Quichotte et autour de ces adjectifs improbables, de invincible, pour Quichotte qui a toujours perdu toutes ses batailles. Monsieur. Pour vous avoir raté à Bordeaux vendredi, on est venu à Strasbourg vous assurer. Je vous avais vu dans le précédent spectacle avec Jean-Marie Testa, donc Don Quichotte et les Invincibles. Et j'ai l'impression que vous disiez tout à l'heure, j'ai plus de force pour appartenir. Mais je crois que vous appartenez quand même, et vous vous donnez, je dirais, vous donnez vos mots à ceux qui n'ont pas la parole. Et vous leur redonnez la parole. Et ça a l'air d'être quelque chose qui vous apporte à la fois, je dirais, une énergie nouvelle, vous avez une dimension, je veux dire, c'est un levier de votre vie qui est important aujourd'hui. C'est de monter sur scène pour les gens qui n'ont pas la parole et à qui vous leur redonnez quelque peu. C'est un grand compliment, mais je ne crois pas d'être au niveau de ça. Non. Non, je suis là pour... en plus, jeune. Et les jeunes de maintenant, je ne les connais pas. Je suis quelqu'un de l'autre siècle, du XXe siècle. Mais complètement du XXe siècle, même de la moitié où je n'étais pas. J'ai hérité même la moitié où je n'étais pas. Du reste, le XXe siècle était un siècle des révolutions pour moi. Et alors, j'étais la dernière génération révolutionnaire du XXe siècle. C'était un siècle de grandes migrations, et j'étais le dernier immigrant italien de ce siècle de migration. Donc, je suis quelqu'un qui a hérité des dettes. Des dettes. Parce qu'on hérite les dettes. On n'hérite pas les biens, les avantages, mais on hérite les dettes des parents, de ceux qui n'ont pas réussi à faire. Les reproches, on hérite ça. Et on est fils de ça quand on essaie d'accomplir la tâche qu'ils ont ratée, ou de laquelle ils se reprochent, de laquelle ils se sont retirés. Comme ça, je suis quelqu'un de l'autre siècle, et pour des jeunes de maintenant, je crois d'être complètement inservible. Mes amis italiens m'ont envoyé le dernier livre qui n'est pas encore traduit, I pesci non chiudono gli occhi, et vous en reparlez de Don Quichotte, de Don Quichotte que vous lisez du livre. Oui, je cite Quichotte souvent. Ça me plaît. Ça me plaît de raconter des choses de lui. Comme le moment, je me souviens, le moment où il casse tout le spectacle des marionnettes. Ouais. Il m'a fait lire, c'est-à-dire, non, lui, dans ce spectacle, il faisait une lecture avec un espagnol un peu napolitanisé, disons. Et moi, j'étais censé lire la traduction, mais il faisait ça tellement bien, parce que même si c'est un écrivain, comment dirais-je, sérieux, quoi. Mais les Napolitains, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire rire les autres, à un moment ou à un autre. Ils sont capables de ça, voilà. Nous, les Piémontais, beaucoup moins. Et alors, c'était très difficile pour moi, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de rire à chaque soir qu'il faisait ça. Il arrivait toujours à se mettre dans une situation de lecture espagnole avec du napolitain qui était trop drôle. Et moi, donc, je traduisais je lisais en italien, mais c'était très compliqué. Je faisais une nouvelle langue méditerranéenne, le hispano-napoletano.